Jeannette Bougrab, bonjour. Bonjour. On va parler de l'actualité de la semaine, les suites de l'affaire DSK, le sommet du G8 à Deauville, les préparatifs de 2012 et la fête de la Genèse organisée par vous mardi prochain à Paris. On va parler de tout cela, mais d'abord sur l'affaire DSK, on ne vous a pas encore entendu. C'est une affaire qui a suscité beaucoup de remous dans l'opinion. Comment vous avez vécu cet événement ? Écoutez, il ne m'appartenait pas de m'exprimer, en tout cas, sur cette affaire qui a, en tout cas, fait la une et qui continue à faire la une des journaux, parce que je ne crois pas que ce que j'aurais pu dire ou ce que j'aurais pu... le fait de m'exprimer, je ne crois pas, aurait apporté quelque chose. La seule chose que je peux regretter, c'est que il a fallu attendre véritablement quelques jours pour qu'éventuellement on pense à la victime et à cette femme. Voilà, la seule chose que je me dis, c'est ça. Il y a quand même un vrai problème, c'est qu'on n'a pas pensé et qu'on a été extrêmement, peut-être, pas nombriliste, mais un petit peu quand même, parce que la première victime, c'était cette femme. Voilà. Nadège Pujakarman. Alors aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement, Georges Tron, qui est mis en cause pour une affaire d'agression sexuelle présumée. Même si, bien sûr, il bénéficie de la présomption d'innocence, il faut le rappeler à chaque fois. Est-ce que, à votre avis, Georges Tron doit quitter le gouvernement ? Là, je vous répondrai un peu, je ne répondrai pas, il appartient en tout cas au président de la République et au Premier ministre de s'exprimer dessus. François Fillon est le chef du gouvernement et je n'ai pas en tout cas à donner mon opinion sur le départ ou la démission en tout cas du ministre. En tous les cas, on a l'impression depuis l'affaire Strauss-Kahn que les langues se délient, que les femmes osent parler, osent dire qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles, même si bien sûr, je le répète encore, il y a toujours la présomption d'innocence, mais on a l'impression qu'il y a un avant et un après, certains le disent d'ailleurs, un avant et un après Strauss-Kahn dans cette affaire. Tant mieux. Qu'est-ce que... On nous a beaucoup reproché, en fait, je crois que c'était hier dans Le Monde où il y avait une tribune, dans les pages débat du Monde, de Irène Théry, je crois, sur la question des féministes, voilà. Et les féministes américaines reprochaient aux féministes françaises de pas être suffisamment revendicatives, en tout cas sur ces questions du respect de la femme. Moi, je crois, et c'est toujours été le combat, je suis une féministe, alors je suis athée comme les gens le savent, et que je crois que la France n'est pas nécessairement toujours exemplaire sur la situation des femmes. Les femmes ont toujours des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il y a en moyenne 27% d'écart de salaire. Quand la pension d'une femme à la retraite, c'est 50% de celle d'un homme. Quand on regarde à l'Assemblée nationale ou au Sénat la faible représentativité, que le gouvernement et le Parlement ont été obligés d'adopter une loi sur les quotas dans les conseils d'administration, ce n'est que des exemples de la difficulté qu'a la France à laisser une place aux femmes, voilà. Et évidemment, quand on voit que, s'agissant des violences conjugales, une femme meurt tous les 2 jours des coups portés par son conjoint, c'est la France. C'est la France, c'est pas un autre pays. Vous savez aussi la situation, et je suis une militante avec Elisabeth Badinter. On s'est battu notamment sur la situation, notamment d'une crèche, notamment Baby Lou, parce qu'on estime que c'est essentiel que des femmes puissent aller travailler, puissent être autonomes. On n'oublie pas qu'il y a un peu plus de 10 ans, une jeune fille a été brûlée dans un local poubelle. Donc je dirais que de manière générale, on doit être plus que vigilant, et que si on n'y prend pas garde, la situation des femmes va se dégrader. Jeannette Bougrab, cette affaire a donné lieu à des tensions des deux côtés de l'Atlantique. Vous, qui avez une formation juridique, quand on compare les deux systèmes judiciaires aux États-Unis avec cette exposition du présumé coupable, comme on l'a vu, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces images vous ont choqué ? Alors, on a en face 2 systèmes juridiques différents. Voilà, vous avez le système américain qui a une procédure accusatoire, et le système français qui est inquisitorial. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une véritable discrimination en fonction de la fortune
en tout cas des personnes qui sont accusées. Dans le système français, c'est l'État qui va mener l'instruction, qui va rechercher les preuves, en tout cas qui va fournir, qui va faire enquête. Voilà, c'est un coût pour la société. Aux États-Unis, comme on peut le voir, ça va être à la défense de trouver les éléments qui va pouvoir ou non innocenter, en tout cas le présumer, la personne qui est inculpée. Voilà, je vais y arriver. Donc le système français est souvent critiqué, mais il montre quand même un certain nombre d'éléments positifs, parce que c'est pas une justice en fonction de la richesse, en tout cas des personnes. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images de Dominique Strauss-Kahn menottée, notamment avec la veste qui tombait sur l'épaule, qui ont choqué certains ici. Il y a d'autres images qui ont choqué, c'est celle de la nouvelle maison dans laquelle il s'est installé, luxueuse, 600 mètres carrés, 4 salles de bain, etc. Alors, ça en a choqué certains, mais comme l'a dit le député strauss-kahnien Jean-Christophe Cambadélis, de toute façon, Strauss-Kahn, il n'avait pas le choix, parce que personne ne voulait de lui, donc il a trouvé un petit peu ce qu'il a pu à New York. Vous aussi, ça vous a choqué, ces images-là ? Je peux vous dire que, m'occupant de ce sujet, à la rigueur, ce qui m'a ému cette semaine, c'est plutôt de voir des jeunes à Madrid, sur la place Puerta del Sol, et pas les images venant d'outre-Atlantique sur la maison de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, c'est juste une question de priorité. Alors, précisément à Deauville, le président de la République a fait appel à la dignité et à la hauteur de vue. Est-ce que vous considérez que dans la majorité, on s'est plutôt bien comporté dans cette affaire ? Oui, oui, c'est peut-être un exemple qui va me contredire, mais vous comprenez bien. Il y en a eu déjà un certain nombre. Enfin, vous comprenez bien, en tout cas, que François Fillon l'a rappelé hier au Conseil national. On a à mener des réformes qui sont importantes, et qu'on n'a pas le temps de faire de la politique politicienne, et que les sujets qui nous préoccupent, comme la question de la lutte contre le chômage, puisque les chiffres ont été annoncés du recul du chômage depuis 4 mois, nous considérons ça, ou la situation en Libye, ou ce qui se passe au Yémen, puisque 3 Français ont été kidnappés hier. Je vous avoue que on n'a pas vraiment le temps de se poser ce genre de questions. Tout à fait, on va quitter d'ailleurs l'affaire. On va parler d'ailleurs des otages au Yémen, des 3 humanitaires détenus au Yémen. Nadège. Oui. Je disais, on va quitter l'affaire DSK, effectivement, pour revenir à la politique pure. Mais d'abord, je voudrais parler d'un incident qui s'est déroulé lors d'une réunion de l'UMP à Besançon il y a quelque temps. Vous avez quitté cette réunion parce qu'un militant avait tenu des propos racistes. Alors moi, je vous demande, mais pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes parti, et pourquoi pas lui ? Personne n'a réagi dans cette salle ? C'est la première fois qu'on me demande de m'exprimer, en tout cas sur cette affaire qui m'a... Évidemment, vous imaginez bien à quel point ça a pu être blessant, et que les propos ne me visaient pas directement, mais quand on est comme moi, fille de harki, que mon père a fait le choix de la France, qu'il a eu sa famille massacrée parce qu'il avait fait le choix de la France, que mon petit frère est militaire, je n'accepterai jamais d'entendre des propos racistes, antisémites, homophobes. Et quand je suis obligée de me lever et de rappeler à l'ordre, et que les choses ne rentrent pas dans l'ordre, je pars. Voilà, c'est comme ça. Je n'accepterai jamais, je le dis bien jamais. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, vous le dites 1 fois, 2 fois, la 3e fois, on n'entend pas, et bien je pars. C'est ce que vous avez fait à Besançon, mais manifestement, la salle n'a pas suivi, n'a pas réagi. Écoutez, ça s'est passé de manière assez... écoutez, les choses comme quoi, vous voyez, c'est un Twitter qui a fait sortir l'affaire dans la presse. Vous voyez, il y a au moins un parallèle que vous pouvez faire avec DSK, c'est le Twitter. Et c'était un militant UMP. C'était des choses moi, je n'ai jamais connu ça. Voilà, je l'ai jamais entendu à l'UMP. C'est la première fois qu'il y a un tel. Et je peux vous assurer que c'était un moment très particulier, parce que je n'ai pas mes collaborateurs, puisque j'avais une de mes collaboratrices qui était avec moi, et mon officier de sécurité, étaient profondément choqués. Voilà, choqués
Et je peux vous assurer qu'on se sent, voilà, je n'ai pas vraiment compris. La seule chose, c'est que vous auriez fait la même chose à ma place, et j'en suis sûre, vous auriez entendu de tels propos. Ça ne remet absolument pas en cause mon appartenance à la droite, ça montre juste que la pédagogie, la nécessité de faire comprendre que la différence, la mixité, le métissage fait partie de ce pays, ça fait partie de ce pays, et que voilà, mais je ne trouve pas mes mots et j'en bafouille et j'en suis totalement désolée pour les auditeurs, mais je sais que certains d'entre eux ont déjà dû entendre des choses aussi horribles, et que la seule chose, c'est que voilà, je suis partie. La personne, ils ont seulement fait sortir la personne une fois que je suis partie. Voilà. Mais il n'était pas question que je reste un seul instant dans un lieu où j'ai pu entendre des choses pareilles. Alors, d'une manière générale, Jeannette Bougrab, est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui à l'UMP ? Vous étiez, à une époque du temps d'Alain Juppé, une des porte-paroles de l'UMP. Aujourd'hui, vous vous sentez en phase avec les positions de ce parti ? Oui, pourquoi ? Non, mais bien sûr. Non, mais j'ai aucun problème. Sinon, vous savez, je pars. Vous avez compris que j'étais un peu têtue et que certains disent que j'ai un mauvais caractère. Donc, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, soit je le fais savoir, soit je le dis. Et puis, si éventuellement j'estime que je n'ai aucune possibilité de changer les choses, eh ben, j'estime, voilà. Je l'ai fait à un moment, puisque vous allez peut-être me parler des révolutions arabes. Quand je tenais mes propos sur Moubarak, j'ai déjà remis ma démission à François Fillon si on estimait que ce que j'avais dit pouvait porter atteinte aux relations diplomatiques entre la France et l'Égypte. J'avais remis ma démission au Premier ministre. Si j'estimais aujourd'hui que je n'étais pas en phase avec ce gouvernement, je ferais de même. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Le Premier ministre avait refusé cette démission. Il avait refusé ma démission. Oui. Mais justement, certains accusent le gouvernement ou les classiques du parti de l'UMP de courir après les électeurs du Front National. Est-ce que vous sentez de votre côté que des électeurs de droite, et pas seulement de droite, certainement d'ailleurs, sont prêts à se déplacer vers l'extrême droite ? Vous le ressentez, cela ? Ça vous fait peur ? Moi, ce qui me fait peur, vous allez me trouver peut-être un peu dur, mais en France, je suis désolée, quand il y a eu des députés d'extrême droite, ça a été en 1986, et qu'en 1985, François Mitterrand fait adopter une loi électorale pour réduire la victoire annoncée de Jacques Chirac. Qu'on m'explique tout ce qu'on l'on veut, mais en France, moi évidemment que je serai toujours vigilante. Bien sûr que j'ai toujours peur d'un certain nombre de la montée de l'extrême droite. Quand je regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, quand je regarde ce qui se passe au Danemark, en Suède, en Finlande, comment peut-on imaginer ou éventuellement penser que la France pourrait être protégée ? Eh bien non, si on n'est pas vigilant, il faut l'être. Mais je vais vous dire quelque chose, je ne trouve aucune excuse dans un pays comme la France, où on a une protection sociale, il y a eu un débat en tout cas sur le RSA, on a un système de santé qui est très protecteur, un système de protection contre le chômage, et bien qu'on puisse voter pour l'extrême droite, alors même qu'on a notre histoire. Les événements, il a fallu attendre 1995 pour que la France reconnaisse son rôle dans les événements de Vichy, le discours du Val-d'Uve de Jacques Chirac. Et bien moi j'ai toujours le sentiment que c'était hier et qu'on ne doit pas oublier l'histoire. Voilà. Il y a un livre, Jeannette Bougrab, de Caroline Fourest et Fiammetta Vienner, sur Marine Le Pen, qui paraît ces jours-ci, dont on va parler sur nos ondes, et qui dit en gros que les fondamentaux du Front National n'ont pas changé, que le programme n'a en rien changé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je veux juste en tout cas rendre hommage à Caroline Fourest parce que c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme extrêmement courageuse qui a eu il y a quelques années le courage de décrire ce qu'étaient les idées de Tariq Ramadan. Elle est seule généralement dans les combats qui sont les siens. Elle se bat contre le fondamentalisme et aujourd'hui tout ce qu'elle fait, je suis relativement bluffée et je vais vous dire. Je lui fais entièrement confiance parce qu'elle est une fine observatrice. Elle a eu le courage de défendre la laïcité à un moment où tout le monde n'osait plus parler de laïcité, de peur de se dire qu'on reprend des idées du Front National. Je juste comprends absolument pas du tout
la France. Le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution. C'est un principe très fort qui est issu de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ce principe est un principe constitutionnel et de penser que c'est un principe qui serait la propriété du Front National, les bras m'en tombent. Même si on le voit pas à la radio. Voilà. Mais je crois, mais à la rigueur, au lieu de parler, des idées du Front National qui pour moi sont, je trouve qu'on fait trop d'honneur à parler de ce parti d'extrême droite parce que c'est d'abord un parti d'extrême droite et on lui fait trop de publicité. Voilà. On va arrêter de parler du Front National. Alors justement, Merci. tout à l'heure, vous parliez de Madrid et de ce qu'il se passe en ce moment à Madrid. Vous savez qu'il y a des jeunes qui veulent faire la même chose, enfin un petit peu imiter le mouvement de Madrid en se rendant à partir de demain, je crois, place de la Bastille, pour protester contre la précarité de la jeunesse. En France, on a une situation qui est un peu moins difficile, bien évidemment, que la situation en Espagne. En Espagne, le taux de chômage moyen est de 40% pour les jeunes. En France, il est 24%. Voilà. Aujourd'hui, je peux comprendre la situation de certains jeunes qui se retrouvent dans des situations de précarité. Avant de trouver un emploi, il peut s'écouler plusieurs mois. Et quand vous trouvez un emploi, c'est souvent en CDD. Et quand vous avez un CDD, vous ne pouvez généralement pas avoir un appartement, sauf si vous avez des cautions parentales. Et si vos parents gagnent beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas avoir accès à des prêts personnels pour, par exemple, vous acheter un véhicule. Donc, bien évidemment, je comprends l'inquiétude de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de réfléchir et on met en place un certain nombre de dispositifs pour prévenir la précarité des jeunes. Mais je tiens à dire une chose, c'est que le meilleur barrage contre le chômage des jeunes, c'est la formation et le diplôme. Il y a une étude du CEREC sur la génération 2007 qui est sortie. Quand vous avez un bac plus 5, au bout de 3 mois, vous trouvez un emploi. Donc Luc Châtel a eu l'occasion de citer les chiffres des décrocheurs, ce qu'on appelle des jeunes qui sortent sans aucun diplôme. Il y a quelques semaines, en France, il y a 280 000 jeunes qui sont sortis entre septembre et mars sans aucun diplôme. Ces jeunes-là, si on ne prend aucune mesure pour eux, ils se retrouveront dans une exclusion la plus totale. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation a mis en place les plateformes de décrocheurs. Et nous, on a mis des cellules entreprises jeunes et quartiers, dont la première a été installée il y a une semaine à Nanterre. On met autour de la table des entreprises, des associations et on développe notamment le microcrédit. Voilà. Alors, tout le monde parle de la jeunesse aujourd'hui. Jeannette Bougra, vous allez faire vous-même une fête de la jeunesse mardi. Tout le monde parle de la jeunesse sans que les conditions des jeunes s'améliorent pour autant, il faut bien le dire. François Hollande veut être le président c'est pas des totalement, jeunes. c'est pas, il faut pas non plus. On a une vision tellement catastrophique qui n'est pas la réalité de la situation de la jeunesse. Moi, je le vois bien. La semaine dernière, il y a 7 jours, il y avait le IG8 où vous voyez quand même des jeunes qui ont révolutionné le monde technologique, le monde de l'innovation. Quand vous voyez aujourd'hui que Mark Zuckerberg, qui a 27 ans, qui est à la tête d'une fortune de plusieurs milliards et qu'il a révolutionné les réseaux sociaux, quand vous voyez, par exemple, la créativité et la création en France, que ce soit dans le monde de la culture, dans le domaine économique, dans le domaine politique, moi, les jeunes que je vois, c'est pas cette image qu'on décrit parfois dans la presse. Bien sûr que les choses sont difficiles, mais Luc Ferry, qui est un homme que je trouve exceptionnel, un grand philosophe, ancien ministre de l'Éducation, qui sera d'ailleurs mardi à la Sorbonne, à notre magnifique colloque sur la génération 2.0, c'est quand même la première génération qui n'a pas connu la guerre. C'est-à-dire quand on parle, et je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont connu la guerre d'Algérie, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, moi, mon père a connu la guerre, mais pas moi, et mes enfants la connaîtront pas. Enfin, je touche du bois, pardonnez-moi cette superstition, mais on est quand même dans une situation qui n'est absolument pas celle de mes parents.
La jeunesse, ce sera le thème, un des thèmes majeurs de la campagne de 2012 ? C'est nécessairement l'un des thèmes majeurs, parce que quand vous avez 22 millions de personnes qui ont moins de 25 ans dans ce pays, un tiers de la population française a moins de 25 ans, et quand vous regardez des autres pays, voilà, et on sait très bien que si on ne prend pas en compte la situation de la jeunesse, vous vous retrouvez dans des mouvements quasi insurrectionnels comme en Grèce il y a quelques pas si longtemps que ça, il y a quoi, 1 an, ou bien vous êtes dans la situation de la Tunisie ou de l'Égypte, voilà. Alors, la Tunisie et l'Égypte, Madame la Ministre, à Deauville, les grands de ce monde se sont mis d'accord pour apporter une aide de 20 milliards au printemps arabe. La répression, pendant ce temps, continue en Syrie. Il y a eu ces 3 humanitaires pris en otage et détenus au Yémen. Ça n'est pas la première fois. Comment fait-on dans ces cas-là ? Est-ce qu'il faut payer une rançon ? Alors là, je vais vous dire, c'est mon principe et c'est à titre personnel. Pour ma part, on ne négocie jamais avec les terroristes. Voilà. C'est ma règle et un principe et une conviction que j'ai essentiellement, parce que sinon, voilà, on ne négocie pas avec le terrorisme. D'accord, alors comment on fait pour les récupérer Il y a des négociations. Là, vous connaissez l'affection et l'admiration que j'ai pour notre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Ses services sont déjà à pied d'œuvre, en tout cas sur ce sujet. Mais voilà, moi, voilà, sur le terrorisme, on ne négocie pas avec le terrorisme. D'accord, alors sur le terrorisme, on ne négocie pas, mais enfin, on a vu en tous les cas qu'on était intervenu, enfin il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est pas du tout contradictoire, on est intervenu en Libye, où la répression contre la population civile était sanglante, continue à l'être d'ailleurs. Bon, en attendant, ça continue aussi en Syrie, en Libye, hein, c'est ça, on est intervenu en Libye, mais en Syrie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aussi intervenir, parce que la répression est elle aussi sanglante là-bas. En tout cas, hier encore, d'ailleurs, François Fillon, Conseil national, s'est exprimé dessus. Là aussi, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre, parce que n'étant ni ministre de la Défense, ni des Affaires étrangères, et n'étant pas la seule personne qui pourrait s'exprimer dessus, c'est aujourd'hui le président ou le Premier ministre. La situation est inacceptable en Syrie. Les États se sont exprimés et il appartiendra en tout cas au Conseil de sécurité de prendre, et vous le savez, la difficulté qu'il peut y avoir à faire adopter certaines résolutions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. À Deauville, il a également été question du Proche-Orient. Le G8 a apporté un soutien ferme à Barack Obama, le président américain, pour une paix entre Palestiniens et Israéliens. Alors, est-ce que ça signifie que les Occidentaux sont tous alignés sur les positions du président américain ? Ou bien, est-ce que vous croyez que l'Europe a une partition spécifique à jouer dans ce domaine ? Je pense que si nos positions recoupent celles des États-Unis, c'est pas grave, hein, parce qu'on a toujours envie de se distinguer, en tout cas des États-Unis. Moi, j'ai aucune difficulté à penser que le plus important, c'est évidemment la paix, c'est la question de la sécurité. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, le terrorisme est pour moi quelque chose d'abominable et inacceptable, et il faut pas faire de compromis avec. Et voilà, donc on est toujours plus fort quand on est unis, et que s'il y a des partitions ou si on n'est pas en accord, ce sera toujours plus compliqué. Voilà. Je pensais, le président américain parle de revenir aux frontières de 67. Et vous savez bien que ça inquiète beaucoup les Israéliens, parce qu'ils estiment que les frontières sont, pour reprendre le mot du Premier ministre Netanyahou, indéfendables. C'est à ça que je faisais allusion. Est-ce que les Européens doivent automatiquement s'aligner sur cette position qui fait peur aux Israéliens, ou peut-être on peut essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire autrement ? En tout cas, je pense que la France a un rôle à jouer qui sera peut-être distinct de celui des États-Unis, mais là, je vous avoue, pareil, vous allez me trouver vraiment de beauté en touche systématiquement, mais je crois que le sujet est beaucoup trop compliqué pour pouvoir s'exprimer, parce que ça engage la situation de la sécurité d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est pas un sujet qu'on peut traiter en réalité comme ça, et je pense que vous connaissez mieux que moi la situation et les actes terroristes qui existent, et je peux comprendre totalement la position qui est celle d'Israël, donc là-dessus j'ai pas de difficulté à la comprendre. Dernière question, Nadège Pujakaman.
Vous venez de perdre un procès contre le Canard enchaîné qui avait écrit que vous aviez doublé votre salaire à la halde. Alors ma question tout simplement, est-ce que vous avez l'intention de faire appel ? Alors, juste pour rappeler, merci de me poser la question. 1, le caractère diffamatoire a été reconnu pour le Canard. 2, l'offre de preuves qui aurait soi-disant démontré que j'avais doublé mon salaire a été rejetée. 3, le Canard n'a pas été condamné au nom de la bonne foi des journalistes. Parce que les auditeurs ne le savent pas, mais la liberté de la presse et le droit de la diffamation, c'est le seul système juridique où vous avez le droit de vous tromper. Et on vous en sera absolument pas, vous n'aurez aucun dommage à payer si vous démontrez que vous êtes trompé, mais de bonne foi. Donc ils se sont trompés de bonne foi, puisque si tout le monde lit l'ensemble de la décision, mes bulletins de salaire montrent que je me suis jamais augmentée. Mais ce que je trouve toujours un peu délicat, c'est qu'à chaque fois, la vision ou la manière dont on aborde les choses sont toujours un peu tronquées. Donc merci de m'avoir posé la question, parce que du coup, ça me permet de dire, 1, caractère diffamatoire reconnu, c'est dans la décision de justice. 2, l'offre de preuve est rejetée. 3, ils se sont trompés, mais de bonne foi. Donc voilà, donc j'espère que quand les gens feront des erreurs, ils diront, je me suis trompé, j'ai fait du mal, mais c'était de bonne foi. Voilà. Un dernier mot sur la fête de la jeunesse mardi prochain à Paris. Quel est l'objectif ? Vous voulez faire une fête de la jeunesse comme il y a une fête de la musique ? Non, c'est pas du tout ça. L'objet, c'est que d'abord, c'est pas une création qu'on a faite, c'est une fête qui remonte à la Révolution française. Alors comme en ce moment on parle beaucoup de révolution, et dont le texte qui crée la fête de la jeunesse part en 94, autant pour moi, eh bien, c'était l'idée qu'il fallait chérir et montrer les vertus et les qualités de la jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, en France, on a oublié que la jeunesse était un atout, c'était une chance, et que quand on voit la situation, il y a un sondage de la FEV qui est paru il y a il y a 15 jours, je crois, 3 semaines. Je vais y arriver, j'en bafouille. En fait, 60% des adultes ont une image négative de la jeunesse. Voilà. Donc c'est plutôt catastrophique. Et donc nous, on a envie de montrer que dans le domaine politique, puisqu'il y aura Slima Mamou qui sera notamment présent, l'ancien ministre de la jeunesse tunisienne, qui lui s'est battu, a été en prison, a été emprisonné pendant les événements en Tunisie, avec Aziz Amami, qui est son ami, qui a lui aussi été emprisonné. On aura des jeunes du service civique, puisqu'on oublie que le président de la République a fait voter une loi sur le service civique qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s'engager dans le monde associatif ou d'auprès des collectivités locales. On aura des gens comme Christophe Laurent ou Marc Simoncini qui ont créé sur le net, en tout cas, de véritables entreprises florissantes et qui sont prêts aujourd'hui à aider des jeunes aussi bien en France que de l'autre côté de la Méditerranée.